Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il m'a fallu plus de 10 ans pour découvrir mon diagnostic. 10 ans à me questionner sur mon état mental. Et si cet étrange moment d'hallucination, d'oubli jusqu'à mon propre nom, signifiait que j'étais folle. Dans le doute, du haut de ma petite adolescence, du haut de mes 14 ans, j'ai préféré ne rien dire. Jusqu'à ce que cet incident ne se reproduise 1 fois, 2 fois, 10 fois, puis chaque semaine et bientôt presque chaque jour. Je m'appelle Eva Ménard, je suis compositrice et réalisatrice et je suis épileptique. L'épilepsie est la 2e maladie neurologique la plus répandue au monde. 1 personne sur 10 fera une crise au moins 1 fois dans sa vie. Donc statistiquement, dans cette salle, je ne suis peut-être pas la seule personne concernée. Pourtant, cette maladie est tellement méconnue et taboue que les gens passent comme moi des années à errer dans la recherche de leur diagnostic, puis dans la recherche d'un traitement qui fonctionne. 1/3 des patients épileptiques est pharmacorésistant. Pour 1 patient sur 3, les traitements médicamenteux ne fonctionnent pas. Et lorsqu'ils fonctionnent, leurs effets secondaires peuvent parfois être terriblement handicapants. Être épileptique, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Souvent, les gens imaginent quelqu'un qui s'effondre avec des convulsions. Mais comme vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, avec une belle référence littéraire, on peut imaginer, moi je dis souvent pour expliquer ce que c'est que l'épilepsie, ça peut être le docteur Maboul. Vous avez joué à ce jeu-là peut-être quand vous étiez adolescent ou plus jeune ou avec vos enfants. Et il prend une petite pince électrique, on appuie juste à un endroit ou 2 dans le cerveau, puis on voit ce qui se passe. Donc pour certaines personnes, une crise d'épilepsie, ça peut être le bras qui se lève. Pour d'autres, ça peut être une hallucination olfactive. Tiens, une odeur de pain grillé dans la voiture, par exemple, ça peut être une crise d'épilepsie. Chez moi, c'est un petit peu, il y a beaucoup d'endroits qui s'allument en même temps dans mon cerveau, mais pas tous, et c'est pour ça que je suis encore consciente. C'est le hasard qui m'a permis de découvrir mon diagnostic. Une séance chez mon ostéopathe qui a tourné au mélodrame, parce que ça faisait 10 ans que je cachais mon problème, et puis qu'elle m'a juste demandé ce qui se passait, pourquoi mon crâne ne bougeait pas. Je me suis juste effondrée en slip, en larmes sur sa table. Et là, quand je lui ai parlé de ce qui m'arrivait depuis plus de 10 ans, elle m'a juste tendu le numéro d'un neurologue. Lorsque je reçois enfin le diagnostic de l'épilepsie, je suis soulagée. Je ne suis pas folle. Je crois alors avoir franchi la ligne d'arrivée. Il me faudra dans les faits pas mal de temps pour réussir à me stabiliser, car les traitements médicamenteux ne fonctionnent pas chez moi, et puis pour accepter ma maladie pleinement. À chaque fois que j'ai une crise, je suis déçue de moi-même, comme si le fait de ne pas réussir à contrôler mon cerveau était un échec. Je réalise alors qu'en continuant à vivre l'épilepsie comme ça, il y a de fortes chances pour que j'aille d'échec en échec, ce qui, vous l'admettrez, est quand même dommage. C'est pour cette raison que j'ai composé, réalisé le morceau que vous venez de voir et le clip qui s'appelle Orage. J'y raconte ce qui est le plus difficile pour moi durant une crise. Perdre le lien avec mon identité et puis surtout perdre le lien avec les gens que j'aime. Lorsqu'une crise m'arrive, si je me regarde dans le miroir, je n'ai pas la moindre idée de qui est la personne en face. Je ne sais plus où je suis, qui je suis, et j'ai en même temps le sentiment d'être dans 1000 endroits en même temps. Imaginez un instant votre prénom, vos souvenirs, les personnes que vous chérissez le plus, tout ce qui fait de vous finalement un être unique, disparaît. J'ai souvent eu du mal à décrire précisément ce que je ressens pendant cette explosion dans ma tête. Écrire une musique, composer un tableau visuel m'a permis non seulement d'y parvenir, mais également de transcender ma blessure. J'ai sorti Orage à l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie, et cela a complètement bouleversé ma vie. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages de personnes épileptiques, d'aidants, de familles. Je suis devenue l'heureuse marraine de l'association Épilepsie France, qui est une association d'aidants, de soignants et de patients nationale. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui se battent au quotidien pour le bien des patients. La sortie d'Orage a tant et si bien bouleversé ma vie qu'un nouveau projet alliant musique et santé en découle aujourd'hui. Il y a 2 ans, je tombe sur un article qui allume mon cerveau, mais cette fois-ci de façon très positive. L'article énonce qu'une sonate de Mozart permettrait de réduire l'activité épileptique dans le cerveau des patients qui l'écoutent, ce que l'on appelle l'effet Mozart. Je dévore évidemment tout ce que je peux trouver sur le sujet, et à ma grande surprise, il n'y a pas une étude, il y a 40 ans d'études sur l'effet Mozart, et dont les études les plus rigoureuses montrent que l'écoute de la sonate en ré majeur du plus célèbre des compositeurs de musique classique
permettrait de réduire en moyenne, en prenant en compte l'hétérogénéité des protocoles, il permettrait de réduire en moyenne d'un tiers les crises et de 80% des pointes épileptiques. Lorsqu'on fait le tour des 40 années de recherche sur le sujet, ce qui est frappant, c'est le cloisonnement de la recherche. Presque à aucun moment, musicologues, compositeurs ou encore moins associations de patients n'ont été associés à ce genre d'études. Ce qui fait que ce sont des neurologues en carotant, et c'est bien normal qu'ils s'intéressent à ce sujet, mais qui ont choisi d'autres morceaux à écouter. Et sur la centaine de morceaux testés jusqu'à présent, avec un choix au pifomètre, Beethoven, les Teletubbies, Janis Joplin ou le morceau préféré des patients, aucun autre morceau n'a donné de bons résultats, à part une autre sonate de Mozart. Autant vous dire que dans mon cerveau de compositrice épileptique, une idée émerge. Et si la musique pouvait nous aider, nous, les personnes avec un orage dans la tête? Et si l'on pouvait décrypter les raisons musicologiques pour lesquelles cette sonate-là, et pas les centaines d'autres morceaux testés, fonctionnent? Et si l'on pouvait créer un répertoire de musique actuel, avec des propriétés antiépileptiques et donner de la musique à écouter aux patients? Ce pourquoi j'ai réuni un consortium d'acteurs transdisciplinaires autour de ce projet qui s'appelle désormais Epilepsia Waves. Et on a la chance d'avoir dans notre consortium, je vais faire vite parce qu'on est nombreux, mais notamment le professeur Fabrice Bartholomei, qui était à la PHM à Marseille, et qui est un des plus grands épileptologues au monde qu'on a la chance d'avoir en France. Il y en a aussi de très bons à Paris, évidemment. On a également Pierre-Henri Dutronc, qui est musicologue-compositeur, spécialiste de l'écriture mozartienne. Oui, ça existe. Il faut savoir que Mozart est mort avant de terminer son requiem, et Pierre-Henri Dutronc, un matin, il devait s'ennuyer. Il a terminé son requiem, requiem qui est joué aujourd'hui partout dans le monde. Évidemment, l'Association de patients épilepsie France et bien d'autres acteurs, dont des artistes, Onia Danou, que tu connais bien, Claire, évidemment. Là, une petite session où l'on travaille. Et je vais venir à là où on en est aujourd'hui. Avec Epilepsia Waves, notre objectif est de faire avancer la recherche de l'impact de la musique sur l'épilepsie et de créer et mettre à disposition potentiellement 2 millions de personnes épileptiques dans le monde un traitement préventif à domicile sans effet secondaire, donc alternatif, de la musique aux vertus épileptiques et pas seulement. Aujourd'hui, nous sommes dans une première étape de ce qu'on appelle une étude exploratoire, qui nous permet de tester des premières musiques auprès de patients épileptiques volontaires dans toute la France. Après avoir réalisé une méta-analyse croisée musicologique et neurologique, nous avons choisi et élaboré 4 hypothèses musicales que plus de 250 patients épileptiques sont en train d'écouter en ce moment même. L'étude a commencé le 1er février et elle se termine le 1er mai. Et notre étude s'appelle « Enquête sur la perception de l'écoute musicale chez des sujets atteints d'épilepsie ». Une autre étape de ce projet en parallèle, nous avons déposé un projet de recherche, un PHRC avec le professeur Bartholomei, avec notre consortium transdisciplinaire. Et aujourd'hui, 26 centres en France souhaitent être partenaires de cette étude, ce qui en ferait une des plus grosses études au monde sur le sujet. Pour l'anecdote, nous avons composé donc Mozart est mort à Köchel 626. Donc tous ces morceaux sont numérotés Köchel 1, 2, 3, jusqu'à 626. Et donc Pierre-Henri Dutronc a composé Köchel 627 pour cette étude, ce PHRC. On vient de passer le second tour et on attend les résultats à peu près avant l'été si possible, ou à la rentrée ou plus tard. Et puis dernière étape, nous sommes en train d'imaginer une application Epilepsia Waves pour allier détection des crises à venir et déclenchement de musique appropriée au goût des patients, mais aussi méditation, espace de paix et danse, puisque ça a été dit aussi de nombreuses fois, le patient a un savoir, une expertise qui est très utile et qui doit se partager. Sur l'épilepsie, souvent, on est confronté en tant que patient au diagnostic, à souvent une ordonnance qui va avec. Alors, si le traitement médicamenteux fonctionne, c'est super, mais au-delà de la stabilisation de la maladie, comment je fais pour vivre avec l'épilepsie? J'habite en campagne, je ne peux plus aller prendre ma voiture pour aller travailler parce que j'ai plus le droit de conduire, je ne peux plus emmener mes enfants à l'école. Comment je fais? Il faut savoir que des milliers de familles ont vécu la même chose et ont des solutions à se donner les unes entre elles. Donc, on est en train d'imaginer tout ça. Et peut-être, après-demain, l'idée, ce serait d'aller vers un dispositif médical, mais il nous reste un long chemin avant d'en arriver là. Alors, et si la musique pouvait contribuer à nous soigner, nous, les personnes avec un orage dans la tête? Elle m'a sans aucun doute aidé, moi, en tant qu'artiste, pour accepter et transcender ma maladie. Et peut-être grâce à la recherche de la musique et de la musique sur l'épilepsie, nous permettra-t-elle demain de contribuer au mieux vivre avec l'épilepsie. Merci beaucoup de votre écoute.
N'hésitez pas si vous avez des questions, je me permets de... Souvent, les gens ont plein de questions sur... Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Pourquoi ça marche? Il faut savoir que l'effet Mozart, en plus, il y a toute une sacralité parce que c'est Mozart, il faut déblayer. Hein. Dans les 40 ans d'années de recherche, il y a des choses plus ou moins sérieuses et vous, médecins, vous le savez bien, je pense. Alors pour épilepsie, ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses dites et je voulais témoigner aussi parce que je suis épileptique et musicienne depuis toute petite. Et il y a eu aussi cet intermédiaire de l'art et de la musique qui ont fait que ça a été une place assez importante pour moi, notamment avec les orchestres, avec les accompagnements humains, voilà, pour mes actions pour Épilepsie France. Et ça a toujours été, ça a toujours beaucoup compté. Et voilà, je pense que autour de moi, j'ai une vraie famille de musiciens qui m'encouragent et qui comptent beaucoup, chef d'orchestre. Voilà, qui soutient beaucoup la cause de l'épilepsie, qui a été très touché au fur et à mesure du temps. Ça s'est fait tout seul en fait. Voilà, ça s'est fait tout seul et voilà, j'ai presque même pas eu besoin d'en parler. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour le sujet. Merci pour votre témoignage. Et tant mieux. Mais en fait, je pense que comme beaucoup de pathologies, l'obstacle, le premier, c'est d'accepter d'en parler à l'entourage, aux gens, au travail, au loisir. Et c'est rare quand on dit j'ai un problème, j'ai une pathologie, je suis épileptique ou autre chose, qu'on se prenne une tarte dans la gueule. Voilà. Généralement, il y a quand même un peu de bienveillance. Mais le premier obstacle, il est là. C'est de ne pas avoir honte de soi et de pouvoir en parler. Et c'est pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait d'autres artistes et qu'il y ait des artistes qui parlent de cette maladie-là. Pour revenir sur le sujet de leur représentation, je ne sais plus qui en parlait, mais je pense que l'art dans le soin sert aussi à ça, évidemment. Merci pour votre témoignage. Je voulais une question pratique. Donc, pour vous, ça vous a beaucoup aidé, mais vous écoutez régulièrement de la musique. Vous écoutez combien de temps pour que ça ait un effet thérapeutique? Alors, par rapport au protocole de l'étude exploratoire, là, on demande aux patients d'écouter 10 minutes d'une musique par jour pendant 2 mois. Donc, c'est assez exigeant. Hein. Les gens écoutent 10 minutes du même morceau pendant 2 mois. Et là, les patients sont en ce moment dans le mois d'arrêt et on leur fait passer un dernier questionnaire. Et le PHRC, ce sera pareil. Chaque patient aura un morceau à écouter pendant 3 mois. Je suis en train de me battre avec le professeur Bartholomei pour descendre à 2 mois. Parce que, non, on est en train de regarder le protocole parce que c'est très exigeant d'écouter le même morceau tous les jours pendant 8 semaines ou voire plus. Moi, personnellement, quand j'ai découvert l'effet Mozart, évidemment que je me suis mise à écouter Köchel 448. Il va sans dire. Surtout quand on est épileptique, on a ce qu'on appelle souvent des auras, donc on va sentir la crise arriver. Donc moi, quand j'ai des auras, je me plug sur Mozart et j'aimerais bien demain pouvoir me plugger sur d'autres musiques, puisque personnellement, j'aime beaucoup la musique classique, mais tout le monde n'aime pas ça. Donc on pourrait imaginer demain de proposer de la musique folk, metal, rock, avec aussi si on arrive à décrypter ce code d'écriture mozartien qu'on pourrait adapter à d'autres genres musicaux. Alors justement, moi j'ai une question. Est-ce que, bon, c'est des centres français, donc est-ce qu'il y a une part, on va dire, culturelle? Est-ce que les patients épileptiques vont se comporter de la même manière en Afrique, en Asie ou en Europe? C'est une super question, merci beaucoup. Il faut savoir que sur les 40 ans d'études sur l'effet Mozart, vous imaginez bien que les protocoles ont été faits aussi bien en Pologne, en Asie, en France, aux États-Unis, en fait, là où il y a des centres de recherche sur le sujet. Et donc non, il n'y a pas besoin d'acculturation à la musique classique européenne pour pouvoir voir un impact sur le cerveau des patients épileptiques qui écoutent cette sonate-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Köchel 448 fonctionne sur des patients qui dorment, sur des animaux, et puis sur des patients dans le coma. Donc ce n'est pas une réponse émotionnelle consciente au morceau. On est bien là sur un effet thérapeutique. Et non pas, mais ce qui est intéressant aussi, la musique qui va impacter sur le stress, qui va lui-même impacter sur l'épilepsie, comme n'importe quelle pathologie par ailleurs. On est vraiment sur un effet thérapeutique et on essaye de comprendre pourquoi, parce que les explications, il n'y a pas un consensus aujourd'hui dans le monde de la recherche pour savoir pourquoi Köchel 448 a un impact. Et c'est justement peut-être le point d'originalité de notre projet, c'est que on a mis différentes compétences autour de la table.
et que autant moi je me ferais pas lire un EEG, enfin je le conseille à aucun patient, mais à l'inverse, voilà, que des musicologues puissent s'emparer aussi de ce sujet-là, je pense que c'est vraiment intéressant. Et Pierre-Henri Dutronc pour ça, et il y a un super dialogue qui s'est instauré entre notre, je l'appelle modestement notre dream team. Je me mets pas dedans évidemment, mais je parle de ceux qui sont là. Alors, on a une question de Philippe de côté. J'arrive. Bonjour, une simple question. Comment ça a été identifié que cette musique avait cet impact-là? Ça a été le fruit du hasard ou... Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, on a voulu voir si on mettait à des rats, si on leur faisait écouter Mozart, si ils étaient plus intelligents, s'il se passait quelque chose. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un impact, ils se repéraient mieux dans l'espace, et qu'il y avait un impact sur le plan cognitif. Et donc de là, on a découlé beaucoup de recherches, mais donc on a aussi testé, il y a des chercheurs dans la salle qui le savent, on a aussi été regarder si Köchel 448 pouvait avoir un impact sur d'autres maladies neurologiques, Parkinson, Alzheimer, et l'épilepsie par exemple. Donc voilà, mais c'est un peu le fruit du hasard. Pourquoi est-ce que c'est Köchel 448 qui a été testé? Je ne sais pas, mais d'autres morceaux de Mozart ont été testés, bien évidemment. Et tout comme on a aussi découvert, je fais une petite anecdote, une petite digression, mais qu'il y a de la musique épileptogène. Il y a de la musique qui provoque des crises d'épilepsie ou tout du moins un état pas loin de provoquer une crise d'épilepsie. Wagner, il y a Barbara Jost qui a travaillé sur Wagner, elle voulait se venger sur ses patients, je pense. Je plaisante évidemment, mais voilà, il y a des musiques qui sont plus ou moins positives. J'avais une question. Alors, en tant qu'oncologue, j'ai des patients qui peuvent avoir des métastases cérébrales, donc qu'on traite, mais qui vont garder des épilepsies secondaires et parfois résistantes aux traitements médicamenteux, avec des ascensions de Keppra, etc. Et on a du mal, et ils gardent un fond épileptogène avec des stimuli qui sont très faibles, mais ils déclenchent des crises. Est-ce que c'est des patients que vous avez inclus dans l'essai ou bien vous avez d'autres données dans ce sens pour aider en tout cas à réduire les traitements? Sur l'étude exploratoire, potentiellement oui, puisque c'est une étude vraiment exploratoire dans laquelle le protocole, c'est vraiment une enquête au départ vraiment axée plus sciences humaines. Et donc, on a demandé aux gens d'être diagnostiqués épileptiques majeurs. Il y avait un certain nombre de cas à coger, mais il est possible, on le saura à la fin des résultats, qu'il y avait des patients dans ce cas-là. Dans le cadre du protocole du PHRC, les critères d'inclusion sont très stricts. Les comorbidités, pathologies associées peuvent être, il me semble de mémoire, ça peut être des patients qui pourront être associés dans le protocole. Donc oui, nous on n'hésitera pas de toute façon à communiquer auprès des différents centres partenaires pour que les gens puissent intégrer les patients qui ont différentes pathologies. C'est pas un problème. Il faut que la personne soit en état de suivre le protocole, il va sans dire, et puis de répondre aux formulaires régulièrement sur le sujet. Et donc je pense a priori oui, mais à vérifier au démarrage en temps et en heure. On en reparlera à ce moment-là. Si on passe le dernier tour, de toute façon. En tout cas, bon cours. Une petite dernière. Il y a la maîtresse du temps qui nous a... Une petite dernière. Oui. Est-ce qu'il y a des hypothèses sur pourquoi ça marche? Oui. Lesquelles? Je peux pas vous le dire encore. Mais bien sûr qu'on a pas mal d'hypothèses. Sinon, on n'aurait pas pu composer que Köchel 627, modestement. Voilà, donc oui, on a de nombreuses hypothèses et on espère avoir des résultats. Après, si on n'en a pas, ça fera partie du processus de la recherche, ça fera avancer de toute façon quand même les choses. Mais oui, on en a quelques-unes sous le coude, évidemment. Et au-delà de la sacralité de Mozart. On m'a souvent demandé aussi, elle n'est pas venue aujourd'hui, si Mozart était épileptique. On ne sait pas. On ne sait pas, peut-être. Dans votre population, en fait, dans les critères d'inclusion, la tranche d'âge? Ça va être a priori, on essaie de se battre pour inclure des enfants. A priori, ce sera 12-75 pour l'instant. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants qui sont concernés. Merci beaucoup. Encore un grand merci à Eva qui nous vient de Nantes, qui a fait le déplacement jusqu'à Saint-Louis. Elle vient de Nantes. Encore un grand bravo pour elle.